da so rayuwar ga tabbat sai da so duka inda zaka je akwai rabo kusa da kai akwai shi ko rike da kyau dan shi ne kaunar dacewar rayuka haɗi ne na Allah ba mai iya hanawa ko da badala hakika sofa ya haɗa soyayya ruwan zuma ce ka sha ka bayar a duka wannan duniya kauna guda ce ko daga nesa ka zo sanda zaka dace ba za ka yi rishi da shi fa duka inda ka tahi zo ma kaunata suna yabo c'est par amour que le monde a vu le jour la vie en tout de la terre au ciel grâce à lui on tient debout y a pas de doute l'amour il est partout il est en nous où que tu sois donne-nous le peu ça vaut le coup aucune espèce ne peut tenir sans amour y a pas de vie il est le son qui nous relie par le son le ressenti de la joie la tendresse le sourire qu'on s'adresse et c'est pas que mon de cœur qui veut le reste cutar dan adam ba kamar rishin sani rayuwa ka so mai yi makanka galgadi shi ka alheri dan gobe zaka yi kwaikwayo da ma'aiki da naka kwanciyar hankali so in baki shi ke maki bani so ya baki shi ke maki bashi kauna da ya kane da wa uwa guda uba guda kai guda zai ya sa duk mu samu isa moi c'est Kader Hassan au nom de Kadman mon nom d'artiste. Donc voilà, je suis artiste rappeur, compositeur, interprète. Je suis l'un des backers du grand rappeur Kamikaze Liman. J'ai grandi au fait dans la ville d'Arlit, la ville de l'Iranium, Petit Paris comme on l'appelait. Donc c'était dans cette ville que j'ai commencé à embrasser en quelque sorte le monde musical. J'étais à côté du groupe Guest Band, donc qui était pratiquement mes grands frères. Donc chaque fois que je sortais de l'école, je faisais un saut là-bas. Je les trouvais à la maison, jouer de la guitare et tout, répéter, tout ça. Donc c'était là où la musique a commencé vraiment à m'intéresser. Et aussi à la maison, je me souviens chaque week-end, chaque samedi, quand ma maman fait le ménage à la maison, on avait une grande chaîne radio avec les vinyles là. Donc elle mettait Bob Marley. Elle met Bob Marley, elle fait le ménage en dansant, en criant, tout ça. Et ça m'intéressait, je la suivais, on chantait ensemble et tout. Tout comme mon papa, il écoutait aussi de la musique. Quand on partait en voyage, par exemple, dans sa voiture personnelle, il avait toujours les cassettes de Dankoiro. C'est un ancien du Nigeria, avec Shatta aussi. Et il a quelques cassettes de Moussa Poussi, Saadou Bori, Guest Band et autres qu'on écoutait dans sa voiture. Donc c'était dans les années 95-96 qu'il m'avait offert une radio post-cassette. Donc c'était avec cette radio plus un petit micro qu'il m'a amené. J'ai commencé à faire les karaokés. Et entre-temps, on était les jeunes du quartier qui avaient des groupes de danse. J'avais tellement de groupes dans le temps à Arlit, donc on faisait les danses. Donc chaque fois qu'il y avait des soirées culturelles à l'école ou bien des trucs, je faisais partie des artistes danseurs qui représentaient leur clan. Parce que dans la cité d'Arlit, au fait, chaque quartier avait un point, un nom. Donc moi, je viens du point 6. C'est comme ça notre quartier s'appelait point 6. Mais j'étais le gars qui fréquentait presque toutes les fadas d'Arlit. Que ce soit de la cité ou bien tout comme dans les périphéries, dans la ville entière, derrière le marché, jusqu'à dans la bourse. Moi, je fréquentais tout le monde. Donc ça m'apprenait à découvrir beaucoup d'autres richesses, beaucoup d'autres cultures, beaucoup d'autres vies que moi, je n'avais pas. Donc le déclic est parti de là. J'étais un enfant qui s'est posé beaucoup de questions sur la vie des autres, sur ma vie, sur le monde. Voilà. Et l'avantage qu'on avait eu aussi de grandir à Arlit, c'était une cité où il y avait beaucoup d'occidentaux. Donc on avait, nous, beaucoup accès au monde extérieur via ces travailleurs français, américains, allemands, italiens qui vivaient à Arlit. Moi, mon papa, il travaillait à la Cominac. Donc voilà, il m'a mené avec lui voir ses amis. Entre-temps, je venais passer mes vacances à Niamey. Et quand je venais à Niamey aussi, j'avais un oncle qui
qui était l'un des premiers pianistes à être formé au CFPM et qui présentement il est toujours là, sous le campus, sous la Guiretto comme on l'appelait. Il avait sorti entre-temps, je crois en 99, un album intitulé La Guiretto. C'était un album jazz, je me souviens très bien, j'ai toujours l'album avec moi. Donc c'était quand je venais en vacances, la majeure partie du temps, là où je restais avec la famille, j'étais coincé, on ne me laissait pas sortir. Mais lui, quand je pars chez lui, au fait, je profitais de lui pour sortir, c'était à côté du CCOG. Donc du coup, il y avait le CCOG, le CFPM. Du coup, j'avais accès au studio, à aller voir les artistes comme Sani Aboussa, comme Saadou Bori, comme les Fatima Rico, Mamar Kassé, Maliaro par exemple. Moi, c'était devant moi quand ils ont commencé à rentrer au studio, au CFPM. Et j'avais eu la chance, entre-temps, de fréquenter quelques têtes du mouvement hip-hop. Il y avait le groupe Mazari, il y avait le reggaeman Saïd Ahmed Konaté, il y avait le groupe La Kalkane, il y avait Adams Junior. Au fait, ils s'est rassemblés ensemble. Et moi, mon oncle m'amenait, souvent c'est moi-même qui posais le thé parmi les grands. Donc j'adorais vivre ce moment jusqu'au studio. Je les voyais travailler, je les voyais faire un peu du rap. Et ce rap-là, moi je l'ai découvert d'abord à travers des cassettes CD et à travers la chaîne CFI, deuxième, une chaîne marocaine. Nous, avant, on avait ces antennes à Arlit. Sur TV5 aussi, je me souviens qu'il était venu après. Mais c'était plus sur CFI, on découvrait il y avait MCM aussi. Moi, j'avais, depuis mon bas âge, j'avais accès aux antennes là-bas à Arlit. Donc, on découvrait une autre génération d'extérieur qu'on voyait se comporter comme des gangs avec de gros t-shirts, des baggy, des chaînes. Et surtout, c'était des noirs. Et ce qu'ils nous offraient plus dans les films, les Américains, plus précisément, ils nous offraient leur vie à travers leurs clips, à travers les films. On voyait comment c'était le ghetto américain et on se sentait proche, on se sentait concerné par cette vie des Américains. Donc on a embrassé. Moi, c'était parti de là, je commençais à porter les gros pantalons. Je me souviens, la première fois que j'ai mis un baggy pour sortir à circuler à Arlit, les gens riaient de moi. C'était dans les années 99 comme ça. Les gens riaient de moi. On disait, je portais le pantalon de mon papa, je fais ceci, je fais cela. Je riais parce qu'ils ne comprenaient pas. Certes, il y avait quelques-uns qui venaient passer les vacances à Niamey et ils avaient déjà cette culture. Donc, entre-temps, je me suis inscrit au club de basket. Déjà, moi, je faisais du karaté, judo, karaté, Shotokan. J'avais la ceinture rouge. J'étais un bagarreur aussi parce qu'on m'agressait beaucoup, on m'arrachait mon vélo quand je circulais et tout ça. J'étais obligé de me défendre. Donc j'ai pris ces côtés agressifs aussi, je ne me laissais pas faire. Donc voilà, avec le temps, j'ai eu pas mal d'amis et tout. Donc c'était au niveau du terrain de basket, à l'an 99-2000. J'ai rencontré un ami qui pratiquement, c'était un neveu. Il s'appelle Adam Issoufou Basta. C'était avec lui que j'ai créé mon premier groupe de rap. J'avais mon groupe de danse, je ne l'avais pas lâché. Et avec lui, on avait créé un groupe de rap. À Arlit, on avait des grands frères, rappeurs, et eux aussi, c'était des danseurs. Mais eux, ils n'étaient pas trop sur scène. Tu vois, ils n'étaient pas trop sur scène. C'était parti de là, quand ils nous ont vus avec Basta, on était déterminés. Donc, ils nous ont proposé. Bon, les gars, apparemment, vous aimez check le mic. Et si on organisait quelque chose? Je leur ai dit, bon, nous, on n'a pas de musique derrière, on n'a pas d'instru. Donc, Basta m'a dit, bon, regarde, on a une PlayStation, on a un deck, une radio deck qui prend cassette. Il m'a dit, on va les communiquer ensemble et on va capturer des samples, on va enregistrer des parties en repeat pour avoir une instru. Je le dis, il n'y a pas de problème. Donc c'est là on avait pris un des sons de DMX. Let's get a move, let's do it after move, here we go, hey yo. Donc il y avait une partie du beat qui jouait seul. Donc c'était le CD on a mis dans la PlayStation
Donc juste la boucle où il n'y avait pas de voix, c'est la boucle là qu'on a pu capturer à presque 5 minutes comme ça. C'était mon premier instru rap avec lequel j'ai commencé à faire des scènes. Et quand on a commencé à faire nos scènes à Arlit, c'était une ville où les jeunes étaient hip-hop, ils étaient motivés, ils aimaient le hip-hop. Ils aimaient vraiment tout ce qui est culturel au fait. Donc notre premier concert qu'on avait eu à faire en l'an 2000, c'était un guichet surfermé. Et jusqu'en 2003, on répétait la même chose. Et moi, entre-temps, j'étais dans l'optique du rap américain. C'était un rap agressif. Je mettais des insultes, des gros mots que je ne pouvais pas faire à la maison. Je me cachais pour le faire parce qu'à la maison, il ne fallait pas que les parents apprennent que je faisais du rap. Tu vois? Donc, je me cachais pour faire mon rap. Jusqu'à ce que mes parents ont commencé à constater ça. Et c'est là que mon papa m'a renvoyé à Niamey pour continuer mes études. Et je me suis rébellé. J'ai adoré quand je suis venu à Niamey en 2000. J'ai fréquenté pas mal de groupes. D'abord, il y a le groupe Métaphore que j'ai vite connu. On était devenus des frères. Et j'adorais ce qu'ils faisaient. Moi, entre-temps, je ne savais pas écrire. J'écrivais de la poésie, tout ça. Mais mon rap, c'était genre improvisé, tout ça. Et dans le quartier où j'étais, quartier de la mine Métaphore, Plateau, il y avait un groupe qui s'appelait PCV. Et dans ce groupe-là, j'avais des connaissances. Donc je les fréquentais, je voyais comment ils rappaient et tout. Et on était vraiment dans la même optique. C'était des rappeurs qui clashaient, qui écrivaient des gros mots. Et eux, c'était carrément du rap français, ils faisaient. Et c'est là où j'ai découvert aussi le rap français. Donc j'ai eu accès à pas mal de vidéos, des scènes en France, comme les MC Solar, les IAM et tout. Et du coup, surtout Mafia Ken Free, du coup j'étais tombé sur les chambres de la musique de Kerry James. Ça m'a beaucoup frappé. Et entre-temps, je suis retourné encore à Arlit pour continuer mes études. Et là, c'était la catastrophe. Je ne voulais pas quitter Niamey parce que j'ai découvert un autre monde dans lequel je voulais vivre. Mon papa m'a forcé encore de retourner à Arlit. Et c'est là où toute la rébellion a commencé. Donc on était vraiment devenus en quelque sorte des petits gangs américains. On avait ces rêves-là, on voulait ressembler aux Américains. Donc j'ai chômé les cours. C'était moi le rappeur hardcore. On était partout, dans les fadas et tout. Mais quand même, on chômait les cours. Donc j'ai pris un coup. Les parents n'étaient pas contents, du tout contents. Jusqu'à mon retour à Niamey en 2003. Et quand j'étais à Arlit, entre-temps, le groupe La Kalkane, comme Waswang, ont déjà commencé à sortir des choses qui passaient à la télé. Les Kaidengaska et tout, j'ai découvert, waouh, ça c'est des rappeurs nigériens. La Kalkane, je connaissais déjà. C'était le seul groupe au fait que je connaissais. Mais à travers la télé nationale, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de groupes. Et j'étais excité de revenir à Niamey. Donc en 2003, quand je suis revenu, j'étais au plateau. Et là, je commençais vraiment à aller à des concerts et tout. Et je me souviens, il y avait un de mes cousins qui me disait que je faisais un peu du rap hardcore. J'aimais faire du gore et tout. Donc il y a un de mes cousins qui était fan de Kamikaze. Il me disait que, man, il y a un rappeur là, si tu l'écoutes, non, c'est le seul gars que moi je te dis, si tu l'écoutes, c'est fini. Et il m'a fait kiffer Kamikaze à travers l'émission du feu Fanflex. J'étais là, assis, dans ma chambre. J'étais tout le temps à côté de ma radio. Je me souviens, c'était vers les 15h comme ça, où Fanflex animait. Donc, j'attendais juste qu'il mettait Kamikaze. Et le jour-là, Fanflex avait annoncé Kamikaze. Et je commençais à entendre, il y avait Damasité qui passait. Waouh! J'ai écouté. Et entre-temps, ça a continué comme ça. Il y avait Fais pas semblant. Il y avait Carré ces mots-là qui sortaient et tout. J'ai enregistré le son des Kamikazes qui passaient à la radio. C'est vrai, l'animateur ne te laissait pas avoir tous les sons. Et c'est comme ça aussi, à la sortie de Lagaza, Hakinta, j'ai enregistré les sons. Donc moi, j'étais plus rap français. Mais quand j'ai découvert mes frères qui faisaient un rap que j'aimais, et en langue aussi, ça m'a mis dans tous mes états. Et c'est là aussi, comme mon papa a pris sa retraite en 2005,
il a acheté une maison, il voulait qu'on s'installe quelque part un peu loin dans le quartier Harobanda, un peu loin et tout ça. Moi, j'ai dit non, moi je ne vais pas là-bas. Il faut que je reste dans les coins. Donc finalement, il a pris une maison à Dar es Salaam et ça a trouvé que dans le moment, c'était Dar es Salaam qui était la référence des rappeurs. C'était le quartier des rappeurs. Bien sûr, c'était le quartier de Kamikaze. Kaidengaska était pratiquement dans le quartier. Presque tous les rappeurs, au fait, fréquentaient Dar es Salaam. Et Dar es Salaam représentait dans le temps une gigantesque force pour le hip-hop. Et moi, j'ai atterri dans le quartier. Et voilà, je fréquentais des gars qui connaissaient Kamikaze. Chaque fois, je me demandais comment je vais faire pour le rencontrer. Il a fallu, en 2006, il y avait en quelque sorte, j'avais un grand frère manager. C'est lui qui me faisait travailler mes textes. Chaque fois qu'il il travaillait entre-temps dans le studio de Pépito. Tu vois? Il travaillait dans le studio de Pépito. Et il a refusé de m'amener au studio. Je lui disais, je voulais enregistrer, mais il dit non, ce n'est pas le moment. Travaille le texte, travaille ton rap. Le moment venu, tu iras au studio. Mais pour l'instant, pas de studio. C'était quelqu'un qui pouvait venir me réveiller à la maison une matinée. On pouvait travailler jusqu'à 3 h du matin. On mange sur place, le thé sur place, c'est toujours la même fada. Je ne sortais pas. Donc il m'a vraiment donné cette opportunité déjà de vivre le rap, de comprendre que le rap c'est une école. J'apprenais avec lui. Donc c'est lui qui m'avait guidé vers Kamikaze. Je lui montrais mes textes, tout ça. Et c'est là, il corrige, il dit, mais pourquoi tu dis ces mots? Mais ici, ça, c'est gros. Toi, pratiquement, tu rappes en français quand même. J'ai dit oui. Et bon, si tu changes cette partie, si tu l'as dit comme ça, ce serait mieux. Si tu enlèves tel mot, tu remplaces par tel mot. Donc, c'est comme ça que je commençais à apprendre avec Kamikaze. Mais, c'était quelqu'un qui ne voulait pas que je sois directement sur la scène, m'élancer comme artiste, je vais prendre une carrière. Non, non. Il voulait que je continue mes études. Il ne voulait pas que je blague avec mes études. Surtout que je commençais à le fréquenter. J'avais des bonnes notes à l'école. Moi, j'ai toujours été premier de ma classe, grâce à Dieu, jusqu'au moment où je commençais à déconner dans le rap et tout. Donc, mes notes baissaient. Mais quand je connais Kamikaze, il me conseillait. Il me disait, tu veux être un bon rappeur, il te faut un savoir. Il faut apprendre. Pas seulement à l'école, mais dans la vie entière. Il faut apprendre, il faut avoir un bagage. Parce que il me dit, si demain tu dois avoir une carrière, il faut te dire que tu n'es plus toi seul. Ce n'est pas ta face que tu vas représenter si tu deviens un rappeur. C'est tout le Niger, c'est toute l'Afrique, c'est toute l'humanité que tu vas représenter. Et il te faut avoir une cause que tu vas défendre. Et moi, j'ai grandi avec des causes que je voulais défendre. Je peux le dire inconsciemment, au fait. Inconsciemment, la chose se faisait toute seule. Avec Kamikaze, j'ai pu me focaliser, j'ai pu comprendre que voilà, il y a un chemin à suivre pour la cause que moi je voulais défendre. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je continuais mes études jusqu'à ce que j'ai eu mon BEPC. Parce qu'en temps, c'est vrai, tous les parcours là, j'étais au collège. C'était de la primaire au collège. Donc quand j'ai eu mon BEPC, j'ai eu la chance d'être premier du centre. J'ai eu la bourse pour aller dans une école professionnelle, ici à Niamey. Donc j'ai été à Issaberi. C'est là où j'ai trouvé les Lamines, les Hyacinthe aussi. Donc ça a renforcé les liens. On était pratiquement tout le temps ensemble. Quand il y a des concerts, je ne ratais pas. Je partais, je dansais au concert. Parce qu'avant, c'est vrai, malgré les chaises qu'il y avait, si on dit il y a Kamikaze, il y a Métaphore, il y a Djoroji, il y a Lakalkane, il y a Kaidengaskia, il y a Waswanga, un concert. Nous, on était les petits frères rappeurs, mais on se mettait devant la scène, on chantait les sons de nos grands frères. Moi, pratiquement, dans ce moment, les sons phares des artistes, je les avais presque entièrement dans la tête. Et quand je partais à un concert, je me mettais devant la scène, je criais, je chantais avec les rappeurs, avec tous les groupes, jusqu'à la fin du concert. Et c'est comme ça qu'on vivait le rap au Niger. Je me suis fait des amis, je peux quitter Plateau pour aller à Harobanda pour rencontrer des rappeurs. Je quitte Harobanda, je peux me retrouver à Koubia, à Kouarkanou pour rencontrer des rappeurs. Donc pratiquement les rappeurs, au fait,
c'était une famille. Ils vivaient, les grands frères, les petits frères. Il y avait ce partage, il y avait ces liens. Et c'est ça qui a fait grandir le rap du Niger. Malgré qu'on n'avait pas, entre-temps, nos grands frères, eux, n'avaient pas de maison de production. Il n'y avait rien. C'était un terrain. Et eux, ils se sont transformés en soldats. C'est comme ça qu'ils ont fait pour construire ce rap. Faut de l'endurance, de la patience. Tout est une question d'épreuve dans cette vie, gars. Right. Ok. Sache que vivre n'est pas une chose facile. C'est un combat à vie, une ère, certaines péripéties. C'est une école indéfinie où tout est possible. Faite de joies et peines qu'on escalade jour et nuit. Vivre est une bataille, une preuve, une histoire. Écris la tienne avec sueur ou même tes larmes. Combien de fois t'es tombé et t'as su rester debout. Même de tes plaies tu t'es guéri à supporter les coups. N'aie pas peur de refaire le même schéma. Non, n'aie pas peur si le faux répond un autre chemin. Ne laisse pas tes rêves sombrer sans avoir triomphé. Quel qu'en soit le temps et la force de lutter. La vie n'appartient qu'à ceux qui se battent, qui croient, qui résistent, qui endurent et qui gardent espoir. Il faut avoir la foi, batailler sans jamais céder. Réaliser ce que t'as de plus précieux. Tout est une question de temps.